Bonjour et bienvenue pour cette table ronde où on va discuter des enjeux de la transmission du savoir. Donc je vous présente d'abord nos invités. Monsieur Philippe Dufour, horloger indépendant depuis de nombreuses années, sommité dans son domaine. Martine Deprel, directrice de la fondation Watch Library. Dr Helmut Krotz, spécialiste de l'horlogerie et notamment qui vient de sortir un bouquin très intéressant, une référence sur le domaine du cadran. Rossella Baldi, historienne, spécialiste de l'horlogerie du XVIIIe siècle en particulier, un vrai travail d'investigation qu'elle fait. Et Frédéric Minumato, professeur à l'école d'horlogerie de Genève. Voilà, donc, on avait un autre invité, normalement, qui aurait dû être parmi nous, Monsieur Georges Dubois, horloger qui a commencé sa carrière en 1941 auprès de Rolex quand ils étaient que 15 horlogers. Donc, voilà. Et malheureusement, il a trébuché en début de semaine, ne pouvait pas se joindre à nous, mais autrement, ça aurait été vraiment intéressant parce que c'est quelqu'un qui a un caractère fantastique et il apporte un témoignage sur l'évolution de l'industrie horlogère qui est vraiment très, très intéressant. Bref, alors, on revient à la thématique du jour, à savoir les enjeux de la transmission du savoir. Je vais commencer directement avec toi, Philippe. Alors, je vous demande juste de prendre des micros. Voilà, ça peut aider. Martine. Je pense que c'est enclenché. C'est tout bon? Parfait. Voilà. Philippe, tu utilises souvent une phrase qui est peut-être un petit peu choquante, mais qui est assez explicite. Tu dis les cimetières sont pleins de secrets. Qu'est-ce que tu expliques par ça? C'est du vécu, c'est-à-dire que, vu mon âge, j'ai passé par différentes évolutions en horlogerie, ce qu'on appelait la crise du quartz à un certain moment, où on a fait au froc, excusez-moi du terme, et où on a tout jeté. Parce qu'on pensait que l'horlogerie mécanique était perdue. Et si bien que c'est la raison pour laquelle j'aime dire que les cimetières sont pleins de secrets. Et j'étais confronté j'ai trouvé des anciennes machines et tout, mais les modes d'emploi, ils sont plus là. Donc il faut réinventer la façon de travailler, la façon d'utiliser telle ou telle machine. Voilà pourquoi je parle des cimetières. Très bien. Et justement de documenter et de pouvoir partager l'ensemble de ces savoirs. Ouais. Donc aujourd'hui, moi j'ai une double casquette, je suis modérateur, mais aussi avec Philippe, on est les fondateurs de la Fondation Europédia, dont le but est vraiment de transmettre le savoir horloger, ou du moins de pouvoir le documenter et que ce puisse être utile pour les générations à venir. Parce que justement, aujourd'hui, il y a un vrai constat qui est fait en parlant avec plein de gens de l'industrie, où il y a une vraie problématique sur des savoir-faire, des tours de main qui disparaissent. Et même au sein de certaines écoles, j'ai entendu que là aussi, il peut y avoir des soucis. Combien même c'est la mission première, quelque part, de ces écoles. Est-ce que, Frédéric, vous avez quelque chose à dire à ce sujet? Oui, effectivement. Alors, les formations, l'articulation des formations évolue avec le temps. Donc, on est toujours un peu en prise avec l'industrie et on a besoin de sortir des étudiants qui soient formés suffisamment bien sur les nouvelles technologies aussi pour réussir à rentrer dans des postes et puis à être performants là-dedans. Et puis, on a aussi cette double casquette. Nous aussi, c'est qu'on a la partie traditionnelle, les gestes de tradition, des savoir-faire horlogers qu'on continue à maintenir au goût du jour et qu'on essaye toujours de faire fleurir chez les élèves. Comme la pratique du pivotage qui aujourd'hui dans l'industrie horlogère ne sera pas forcément énormément mise en avant, ou bien sur des volumes elle sera microscopique, ou bien des techniques qui sont peut-être oubliées, qu'on va lancer aussi les années prochaines. J'ai vraiment envie de me mettre là-dessus. Le centrage à la bûchette, je ne sais pas si pour quelqu'un ça fait résonner quelque chose, mais c'est intéressant que dans un cursus de formation, on voit beaucoup le maximum possible de techniques anciennes qu'aujourd'hui l'horloger qui aura fait 3 ou 4 ans aura un petit peu dans la tête juste avant de se lancer dans le marché du travail. Pourquoi c'est important pour les élèves justement d'être sensibilisés à ce genre de technique et est-ce qu'ils comprennent véritablement les enjeux justement? Moi, je pense que je vais parler du centrage à la bûchette aujourd'hui. Voilà, c'est comme ça. C'est intéressant de voir pourquoi est-ce que de cette manière simple, j'arrive à centrer un trou et pourquoi est-ce qu'avec le laser, je peux le faire aussi, mais au moins je vais sentir quelque chose.
Vous voyez ce que je veux dire? Et cette sensation, ce travail à la main, ce toucher, ben, c'est quelque chose qu'on a la chance d'avoir dans notre métier et qu'on doit mettre en avant. Très bien. On va parler un peu de documentation maintenant, justement, de ces savoirs, des outils qui permettent de transmettre cette histoire. Donc nous, effectivement, on est en train de faire cette démarche à travers Europédia, mais le faire sur le film, sur des compétences existantes. Mais Martine, avec la fondation Watch Library, vous, votre rôle, c'est véritablement de pouvoir documenter l'ensemble des archives liées à l'industrie horlogère au sens très large. Oui, absolument. Le patrimoine horloger est un patrimoine universel, commun à tous. Donc on travaille au sein de la fondation de Watch Library sur l'identification des archives horlogères partout dans le monde. Alors bien sûr beaucoup en Suisse, mais aussi aux États-Unis, en Angleterre. Des archives qui sont aujourd'hui numérisées, qu'on va pouvoir intégrer sur une plateforme pour consulter ces archives, mais aussi et surtout des archives et des trésors vraiment qui sont dans les tiroirs, dans les étagères, dans les caves, qui sont oubliés. Depuis qu'on parle du projet et qu'on le présente, je crois qu'on se connaît presque tous ici, on a eu des appels de gens qui nous ont dit dans ma famille, on est horloger de père en fils, j'ai toutes les archives, qu'est-ce que j'en fais? Donc voilà, il y a vraiment cet enjeu aujourd'hui d'aller chercher, et je pense que les chercheurs, les historiens, les professionnels, les experts le savent très bien, d'aller chercher une information de qualité, une information précise, puisque la valeur de l'horlogerie, c'est cette transmission des savoirs, c'est un secteur qui se construit grâce à la connaissance, grâce au partage de cette connaissance. Donc nous, on travaille sur ça au sein de la fondation, avec un conseil donc qui réunit Nick Manoussos de la Rogical Society de New York, Régis Huguenin du Musée international d'horlogerie, Serge Maillard qui est président du conseil, parce que tout ça est né, je vois que Pierre est là aussi, sur cette première expérience d'Europastar qui a numérisé ses archives, donc qui existe depuis 1927, et qui a découvert tout l'engouement, toute l'importance que ça avait pour, on va dire, l'ensemble des professionnels, mais aussi les futurs professionnels. Donc on est vraiment dans ce sujet-là sur la fondation. Après, je vous parlerai, je pense, de la partie technologique du sujet, qui est aussi très intéressante sur les enjeux de transmission. Merci. Très bien. Philippe, pour revenir à toi, tu as vu justement, tu as vécu à la vallée justement ces pertes de connaissances, ces pertes de savoir autour de toi. À ton avis, est-ce que les entreprises ont fait ce qu'il fallait pour pouvoir y remédier? Elles sont en train de le faire, je dirais, avec un peu de retard. Mais si je prends un petit peu l'évolution des choses, les jeunes horlogers de l'époque, je dirais des années 90, qui étaient sous la bannière de l'académie, ont apporté du nouveau. C'est-à-dire qu'ils ont montré leur montre, ils ont montré l'intérieur de leur montre, d'accord? Ce qui à l'époque se faisait pratiquement pas. Si bien que avec tous ces différents travaux, les consommateurs se sont trouvés éduqués, si bien que maintenant les consommateurs ils vont acheter une montre, ils ont une loupe dans la poche, et puis ils regardent la montre, et puis ils font des comparaisons, ils font des critiques. Hein? Donc c'est, disons, quelques horlogers indépendants qui ont amené cette nouveauté, si bien que maintenant tout le monde fait des fonds ouverts. Et puis, il faut que ça soit beau. Donc, pour que ça soit beau, il faut retrouver les gens qui savent faire ce travail. Et quand je me suis promené ce matin ici, je vois un tas de stands. Des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de l'anglage. Rendez compte, de l'anglage, du poli noir, des choses comme ça. Mais c'est fabuleux. Donc, il y a une renaissance. Et les entreprises, les grandes entreprises, les grandes marques ont compris cette nécessité. Parce qu'il ne faut pas se tromper, c'est notre seule chance de survie. Je m'explique. On n'est plus propriétaire de la technologie. Promenez-vous ici, vous avez tout des machines modernes, des commandes numériques et tout ce que vous voulez. Les cerveaux de ces machines, c'est coréen, c'est japonais, c'est très bien, ça fonctionne. Mais toute la planète, elle est même. Donc, si on se contente que vous fassiez des montres ou des bicyclettes, c'est la même chose.
de l'élément qui sort de la machine et on l'utilise tel quel, à plus ou moins long terme, on est mort. Donc, vous devez utiliser ces machines parce qu'elles sont précises et rapides. Mais l'élément qui sort de la machine, que ce soit un vélo ou une montre, vous devez mettre un plus. Et on a une chance en Suisse, ce plus, c'est notre histoire, notre savoir-faire. Et le jour où on n'est plus capable de faire ça, ben, on est mort. Mais souvent, dans cette industrie, il y a cette notion du secret, on cultive le fait de pas vouloir partager ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour inciter les gens à s'échapper de cette pensée? Alors je dirais, effectivement, il y a une période, il y a une époque où il y avait du secret. Chez les pierristes, par exemple. Vous pouviez pas rentrer, hein, parce que tout était secret. Mais ben, ces secrets, ils sont partis avec les gens, donc ils sont au cimetière. Donc aujourd'hui, on est beaucoup plus ouvert, je dirais. Car moi, j'ai toujours essayé d'être ouvert. Si un jeune il vient vers moi et me demande comment tu fais ça, ben il y a aucune raison de le cacher, parce qu'au moins c'est pas perdu. Et puis ce jeune qui soit noir, jaune ou vert, c'est égal. Et j'ai donné par exemple des cours à la Galerie de Tokyo, où à trois reprises. Où pendant une semaine, j'ai 20 élèves, et puis je leur enseigne en anglais, à limer en anglais. Mais c'est génial. Et ben, ils vont peut-être l'utiliser ou pas, mais au moins, il y a une transmission. En tout cas, moi, ce que je vois avec notre projet Europédia, c'est parce que j'entends les gens qui nous disent ah mais non, ça on veut peut-être pas partager, etc. Mais moi j'utilise toujours cette analogie. C'est un chef 3 étoiles, il peut vous donner tous les ingrédients au gramme près de ce qu'il utilise dans sa recette, les temps de cuisson à la seconde près. Essayez de faire la même chose chez vous. Vous aurez probablement pas le même résultat. Donc c'est quand même l'expérience, c'est la main qui va faire la différence, et c'est la même chose. Donc je trouve aujourd'hui le plus important, c'est de pouvoir partager effectivement un peu la recette. Il y a certaines personnes avec de l'exercice et de la pratique, dans 5-10 ans, ils vont réussir peut-être à s'approcher de tes gestes, mais ça va pas venir du jour au lendemain. Donc partager. C'est juste. Helmut, tu as écrit un livre qui fait référence sur le cadran. Est-ce que tu nous expliquais un petit peu pourquoi est-ce que tu as entamé cette démarche à l'époque? À savoir que le premier livre était sorti en français il y a quelques années en arrière, et juste aujourd'hui, enfin presque aujourd'hui, la version anglaise est sortie, et je vous jure que c'est un livre qui est vraiment exceptionnel. Helmut, pourquoi est-ce que c'était important d'écrire ce livre? Dans l'horlogerie de collection ou dans les montres qui passent les salles de vente, le cadran joue un rôle important. C'est le visage qu'on dit de la montre, ce qu'on voit en premier, ce qui caractérise aussi le caractère du porteur, et ça donne un cachet. Et comme un changement de cadran de la même montre peut faire un énorme impact sur la valeur de la montre, hein, et que c'était un peu sauvage dans notre métier, que chacun disait un peu oui, ça c'est un cadran qui est fait en émail, mais c'était pour exagérer peut-être un peu. Non, c'était du lac, ou ça c'est un cadran restauré ou pas restauré. Je voulais un peu approfondir le savoir et disperser le savoir sur les cadrans pour que le collectionneur comprenne quel est le type de son cadran, de quelle manière il est fait, est-ce qu'il est original, est-ce qu'il est en harmonie avec l'époque, est-ce qu'il est rentré, et voilà, c'était... Et que sur un cadran, ça implique quand même plein de différents métiers aussi. Oui. Je veux dire, c'est pas le métier de cadranier. À l'intérieur de ce métier-là, il y a plein de sous-rubriques. Donc, Rossella, toi, tu as un peu participé aussi à ce livre. Est-ce que tu nous expliquais justement, avec ta perspective d'historienne, un peu la démarche qui est sous-jacente à tes travaux de recherche? Ou alors, tout d'abord, moi, je viens du monde de l'histoire de l'art. Qui est, du point de vue des historiens et des historiennes officielles, peut-être une sorte de parent pauvre de l'histoire, parce qu'on ne s'intéresse soi-disant qu'aux objets.
Et puis, en étant historienne de l'art, j'ai découvert que ma grande passion était plutôt les documents et que c'était là, ou à travers ces documents, que l'histoire s'écrivait. Hein. Et donc, en fait, tout bêtement, quand on veut mener des recherches, on a besoin de documents qui soient écrits, qui soient dessinés, qui soient imprimés. Et on a notamment besoin de savoir comment les trouver pour répondre aux questions qu'on se pose. Après, répondre de manière efficace à ces questions ne va pas toujours de soi. Il y a beaucoup de documents qui ont disparu. Il y a des questions qu'on se pose qui n'ont pas de sens par rapport à l'époque donnée. Donc, il n'y aura pas forcément de réponse. Mais nous sommes donc redevables de cela et nous sommes justement d'autant plus contents que des projets comme la Watch Library puissent exister, mais aussi Europédia, parce qu'évidemment, ce type de projet nous permet, en tant que professionnels de la recherche, d'aller vite et d'avoir à disposition des documents qui seraient autrement beaucoup plus difficilement accessibles que sur Internet. Et est-ce qu'il y a vraiment une richesse disponible de ce type de documents concernant l'horlogerie? Tu dis en ligne ou bien Non. Voilà. Non. Alors la richesse est énorme, hein, comme l'a dit Martine, elle est internationale. Après, il faut aussi, en tout cas ça c'est mon point de vue sur la question, comprendre que le métier d'historien et d'historienne tel qu'il est pratiqué par certaines personnes est aussi un savoir-faire en soi. Nous avons aussi nos secrets. Qui partiront probablement avec nous au cimetière, hein, ou qu'on retrouvera dans quelques publications. Et puis, donc, il y a effectivement toute une série de documents ou d'une manière hein, pour retrouver ces informations pour lesquelles il faut beaucoup d'expérience, une méthodologie particulière, beaucoup de compétences, un réseau, etc. Et ça, malheureusement, ça ne se transmet pas tout simplement à travers une plateforme numérique. Voilà. Et est-ce que tu peux expliquer, à l'époque, pourquoi, justement, tout ceci était documenté? Tu dis à l'époque... justement, au XVIIIe siècle. 18e siècle, Voilà. voilà. Alors, moi, je pense, quand on pense au XVIIIe siècle, j'imagine que vous avez quelques grands noms de l'horlogerie qui vous viennent à l'esprit. Je crois qu'on va parler d'un nom qui a énormément influencé la manière dont on comprend les écrits horlogers et leurs fonctions. Ce nom est celui de Ferdinand Berthoud, qui a lancé une grande tradition d'écriture hein, de ce que nous on appelle des traités techniques et didactique, dont le but était à la fois de partager un savoir-faire, parce que c'était, en fait, les traités de Ferdinand Berthoud sont extrêmement pointus, mais ils s'adressent d'une part, bien sûr, à des tenants, des praticiens du monde de l'horlogerie de l'époque, mais aussi à une clientèle qu'on souhaite à cette époque éduquer, d'une part dans le but que cette clientèle puisse bien choisir ses pièces, en les comprenant, et d'autre part aussi pour construire la renommée de l'horloger qui est derrière ces pièces. C'est déjà très intéressant. Au niveau des outils utiles à la formation, est-ce que, Frédéric, vous voyez une évolution du type d'outils et de leur pertinence et de leur efficacité? Bien sûr, il y en a beaucoup des nouveaux outils. Donc là, on a une panoplie de possibilités devant nous. Que ça soit l'ordinateur, l'agrandissement de pièces via des écrans, on a des caméras très précises, on a beaucoup de choses en fait qui nous permettent de faire grandir cet enseignement de l'invisible. Donc voilà, beaucoup de dialogues, beaucoup de croquis. Et je rejoins d'ailleurs ce qui vient d'être dit, puisque moi, j'ai l'habitude de demander à mes élèves de bien faire attention à conserver des traces écrites de ce qu'ils font à partir du début de leur apprentissage. Donc à l'école, on a un classeur et chaque élève va remplir constamment quelques schémas, quelques idées qu'il a et finalement, il aura un document qu'on espère par la suite, il pourra faire grandir. Et on retrouve dans l'histoire pas mal de traités qui ont été faits par des gens qui non seulement ont une formation, ont travaillé, mais ensuite se sont imposés d'une certaine manière avec un traité en disant voilà ce que je sais, voilà comment je le fais. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très fort. Donc pour moi, ça c'est aussi un support très important, en tout cas déjà au niveau de l'apprentissage. Très bien. Philippe, tu l'as évoqué avant, ta porte a toujours été ouverte pour accueillir des horlogers et toi de leur transmettre leur savoir, ton savoir. Est-ce que tu nous expliquer un petit peu en détail comment ça fonctionne cette relation? Aujourd'hui, voilà, il y a ta fille qui est à tes côtés, donc je ne sais pas s'il y a une différence entre cette relation-là et les précédents élèves que tu as eus auprès de toi. Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu comment ça se passe?
ça se passe tout naturellement, dans le sens que tu as une opération à faire, je sais pas, un limage ou un anglage, ben, je démontre la façon de faire. Et puis l'horloger, lui, ben, il va à sa place et puis il fait la même chose. Voilà. Et puis, après, ben, il faut peaufiner, il faut lui dire, appuie plutôt là que là. Tu vois, c'est comme quelqu'un que t'enseigne à jouer du violon, j'entends, c'est la même chose. Hein? Mais il y a pas de recette. Ça dépend aussi des personnes, la façon dont la personne réagit. Il y a des personnes qui disent, ouais, je sais. On cause toujours, tu vois. Et puis d'autres qui sont à l'écoute, voilà. Donc il y a un peu de tout. Et ça, bah, pour venir dans le cadre plus scolaire quelque part, là aussi, comment ça se passe? Je rejoins exactement ce qui vient d'être dit. Là, on parle vraiment de la transmission. Elle est là, la transmission. C'est qu'il faut, en tant que formateur, que moi, enfin, mes principes, c'est énormément d'empathie. Il faut se mettre à la place de la personne pour essayer de lui expliquer le mieux possible ses gestes. Donc, beaucoup de vocabulaire, beaucoup d'images, un tout petit peu d'humour, ça peut aider aussi, et de la considération pour son élève. De savoir que c'est dur ce qu'on lui demande. C'est pas simple de faire un limage. Moi, j'attends les conseils de mes collègues, de gens qui savent, avant de pouvoir commencer à faire quelque chose. J'ai fait comme ça depuis le début de mon apprentissage, et puis pour mes élèves, c'est la même chose. Très bien. Aujourd'hui, on parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre, et ça a l'air d'être un vrai enjeu. Et là, naturellement, la notion de la transmission, elle est quand même très très importante. Qu'est-ce qui peut être fait pour rendre tout ceci le plus attractif possible, en réfléchissant au futur? Bah, en fait, c'est relativement simple. J'ai passé le week-end, j'ai discuté avec des personnes qui travaillent dans des entreprises de ressources humaines, aussi un peu spécialisées sur le monde horloger. Bah, ça dépend ce que leurs clients, marque horlogère, leur proposent comme qualification d'entrée. Où est-ce qu'on met la barre pour avoir des jeunes qui rentrent? Et puis la réponse facile, c'est de dire nous, si on veut être les top premiers dans le 100% des embauches dans le secteur horloger en tant qu'école, c'est un maximum d'industrialisation, tous les nouveaux processus, travail sur machine, enfin voilà quoi. En gros, c'est ce qui va permettre d'avoir le maximum d'embauches. Maintenant, comment devons-nous nous positionner? Est-ce que ça serait pas de se dire aussi, mais l'évolution du marché de l'horlogerie, ça serait pas quelque chose aussi qui se construirait autour de petits indépendants? Donc, préparer les jeunes à se débrouiller dans l'avenir, à prendre leur Bruxelles, à passer énormément de milliers d'heures. C'est pas grave, mais c'est ma passion. Et je lance ma marque et je lance mon nom et je me mets à travailler et vendre mes produits. Dans le cadre de l'école d'horlogerie de Genève, je ne sais pas pour les autres écoles, mais je sais qu'en troisième cycle, grosso modo, il y a des cours aussi justement un peu quasiment de gestion d'entreprise. Donc, c'est vraiment un accompagnement que vous préparez pour cette future génération. Oui, et puis alors après aussi, c'est juste, ça dépend des demandes de l'élève, de d'où il veut aller dans sa formation. Il peut effectivement prendre une formation qui va l'orienter vers un métier de type habilleur et aller plus loin et pousser plus loin et aller voir comment est-ce qu'on monte une entreprise, comment est-ce qu'on trouve des financements, etc. C'est tout à fait possible. Pour revenir encore une fois aux enjeux véritables, est-ce que tu peux donner des exemples, par exemple, de compétences que toi tu as vues qui ont disparu à la Vallée ou ailleurs? Oui, je dirais, comment expliquer, aujourd'hui, les écoles que je connais, à Vallée-du-Jour, par exemple, on forme des élèves en fonction des besoins des entreprises. Les entreprises ont besoin de quoi? D'opérateurs. Mais on forme pas des horlogers qui vont pouvoir s'éclater par la suite. Et c'est ça qui me fait mal, hein. Et cet horloger, il va tomber dans une entreprise, on va lui dire, tu vois, tu mets ce pont, cette roue-là, puis ces deux vis. Après, tu donnes à ton voisin. Puis le gars, il réfléchit, puis il dit, mais attends, j'ai toujours de la peine à mettre cette roue là-dessous. Si on faisait un petit fraisage, ça améliorerait, ça faciliterait l'opération. Mais on lui dit, mais c'est pas ton problème.
En-dessus de toi, tu as des ingénieurs qui pensent pour toi. Donc cet horloger, il est catapulté et à mon avis, n'est pas respecté. Parce qu'un jeune qui a choisi son métier, choisi de faire 4 ans par exemple, et puis qui tombe dans une entreprise, à côté de lui, il y a une petite jeunette qui fait le même boulot que lui, beaucoup plus rapide, parce que ça fait une année qu'elle travaille, et lui n'est pas considéré. Alors qu'il a passé 4 ans à faire un métier qu'il a choisi. Et ce qui serait intéressant de faire, mais j'en ai pas la capacité, ça serait de voir avec une université, de prendre 2-3 écoles de Suisse, et puis retracer la vie de tous les élèves horlogers sur les 10 dernières années. Les interviewer, puis leur dire, tu fais quoi maintenant? T'avais appris horloger, t'es quoi maintenant? Moi, je suis policier. Moi, je travaille dans un hôpital voilà. Et je pense qu'on serait peut-être étonné de voir le nombre qui avaient choisi un métier et puis qui ont été déçus du métier. Voilà, moi, c'est ça qui me fait... Ouais, je rebondis, mais c'est vrai qu'on pourrait très bien même aller jusqu'à dire, dans certaines structures, on peut enlever les horlogers, mais l'horlogerie continue. Ah, voilà. Un peu triste, mais effectivement. C'est ça. Ouais. Mais aujourd'hui, alors justement, tu dis, effectivement, les écoles ont une mission de répondre en partie aux besoins de l'industrie. Mais cette industrie, elle a évolué ces dernières années. Et on voit effectivement, il y a de plus en plus de ces jeunes indépendants, ou des fois un peu moins jeunes, qui se lancent, qui arrivent à créer leur marque ou leurs produits avec un engouement, parce qu'il y a tu en parlais tout à l'heure, il y a une éducation quand même qui a sérieusement évolué auprès des collectionneurs et des aficionados de belle horlogerie. Donc cette horlogerie indépendante, peut-être elle représente une petite part en termes de business général, mais elle existe quand même. C'est une débouchée véritablement potentielle, existante pour ces horlogers. Donc, est-ce que ceci pourrait changer quelque part la perspective et intégrer justement le fait qu'on peut former des horlogers pour répondre aux besoins de cette horlogerie peut-être un peu plus créatrice et forcément plus indépendante? Je dirais sur les horlogers qui sont formés, il y a un certain pourcentage qui ont la niaque nécessaire pour devenir indépendants. Et ceux-là, il n'y a pas de souci à se faire pour eux. Hein? Mais je ne sais pas si, étant indépendant, en créant sa propre marque, s'il va vouloir engager d'autres horlogers. Ça c'est notre approche. Frédéric, est-ce que vous pensez justement que l'école pourrait intégrer dans son cursus justement des choses qui permettraient à certains de ces horlogers? C'est clair, celui qui a vraiment la niaque, il va aller jusqu'au bout de son histoire et il est à fond dans l'histoire. Mais de pouvoir peut-être accompagner et de déclencher un désir un petit peu plus important chez ses élèves pour aller dans cette direction-là. Alors je pense que déclencher le désir, ça vient déjà de l'élève, évidemment, c'est la personne qui sera aidée par l'enseignant avec qui il a le contact tous les jours. Et puis après, il y a des questions de diversification de la formation. Après, c'est des décisions, mais qui me dépassent en tant qu'enseignant, qui nous dépassent presque un peu en tant qu'école, parce que ça se décide plus haut. Mais on pourrait très bien diversifier en disant, on va aussi parler de la culture horlogère un peu plus. On va essayer de vous montrer d'où vous venez, parce que Ferdinand Berthoud, c'est pas juste un type qui est passé comme ça. Il a dit quelque chose, il a fait quelque chose. Nous sommes ces petites filles et petits enfants, arrière, et on en est là avec tout ce qui s'est passé dès le début et qui a été si important finalement pour l'humanité. Voilà, c'est là où peut-être que certains horlogers vont trouver la niaque dans nos classes et à voir après ce qu'ils vont pouvoir en faire. Mais dans d'autres industries, on voit qu'il y a cette notion, par exemple, d'incubateur. Hein, on est là pour aider, pour donner justement une sorte d'appui pour que la personne puisse se focuser sur son talent. Et est-ce que ce serait quelque chose qui serait applicable à l'horlogerie? Alors tout à fait, moi je pense que maintenant au niveau un peu plus général et plus grand, alors dans l'école d'horlogerie de Genève, on aura la chance de déménager dans des bâtiments immenses l'année prochaine. Ça sera une grosse partie de l'histoire de la petite histoire de Genève qui va s'écrire.
Et là, il y aura la possibilité pour des étudiants d'avoir des tas de Fab Labs, incubateurs, etc. au sein du même établissement. En fait, gravitant autour de l'école d'horlogerie, les élèves vont pouvoir se déplacer dans les différents étages, essayer du bois, essayer plein de choses. Et du coup, là, peut-être que ça va effectivement susciter des volontés comme ça chez les élèves. Martine, tu voulais dire quelque chose? Oui, je rebondis sur plusieurs choses. Déjà sur l'école d'horlogerie de Genève, parce qu'on a eu la chance de visiter les archives magnifiques dans un projet peut-être à terme de numérisation, donc de partage de la connaissance. Hein. C'est-à-dire que sur la plateforme, on réunit des archives de musées, d'écoles, d'institutions, de privés. Mais aussi sur ce que tu disais, Frédéric, sur le partage de la culture. C'est vrai que, comme vous, on est aussi dans cette approche-là de se dire l'horlogerie, c'est une culture, c'est un contexte, c'est une époque. C'est pour ça que c'est important de travailler avec des gens comme Rossella. On commence à travailler récemment. Puisqu'une information qu'on va rechercher dans la plateforme de Watch Library, elle donne aussi des éléments de contexte d'une période. Et ça aide beaucoup à comprendre, en fait, certains choix, certains aspects, certains même aspects de design. Moi, j'avoue que l'expertise vraiment horlogère, c'est le comité contenu chez nous, mais moi j'ai appris récemment que designer, ça n'existait pas, ça on sait, il y a quelques siècles. Donc c'était les architectes qui créaient les designs de montres. Donc du coup à l'EPFL, il y a des archives incroyables et ça donne comme ça une autre lecture de ce qui a été créé à l'époque. Donc voilà ce que je veux dire. Merci. Rossella, justement, tu parlais de Berthoud avant. Son travail de documentation s'inscrivait quand même dans une démarche scientifique. L'horlogerie, la maîtrise de l'horlogerie, c'était de la science. C'était vraiment le côté le plus high-tech, quelque part, de ce qui existait à l'époque. Donc, effectivement, ça implique peut-être une manière de transmettre les choses de manière un petit peu différente. Est-ce que tu as vu une évolution? Est-ce que, je sais que tu es spécialisé 18e, mais peut-être qu'au 19e, les choses, comment est-ce que ça s'est passé à ce moment-là? Alors en fait, je crois que la grande évolution dont nous sommes en train de parler aujourd'hui, c'est la naissance des écoles. À l'époque des Berthoud, l'idée même de créer des écoles d'horlogerie n'existe pas. C'est quelque chose qui naît à la suite de la Révolution française, où finalement, on dira, l'État se mêle de l'éducation horlogère. Car jusqu'à cette époque, l'éducation horlogère se fait par différentes filières. Une filière qu'on pourrait appeler institutionnelle, formelle, qui est celle gérée par les corporations horlogères, voilà, dont des gens comme Berthoud étaient membres. Autrement, vous avez aucune chance de devenir célèbre. Et d'autre part, des filières plus informelles, c'est-à-dire créées sur des pratiques particulières, des tâches pensées aux femmes, qui étaient exclues de l'accès aux corporations, mais qui étaient extrêmement actives au sein de l'atelier sur certaines tâches et qui donc se faisaient d'une part formées par les parents, les pères, etc., les frères, ou tout simplement par ce que nous on appellerait aujourd'hui le chef d'atelier. Donc l'école, quand elle arrive, justement, c'est l'époque révolutionnaire, mais elle va pas plaire à tout le monde. On le sait, donc ça marche pas pendant plusieurs années. Je crois que vous avez tous entendu parler des élèves, des très célèbres élèves de Breguet, qui ne sont qu'une de ces tentatives d'installer un système d'écolage qui finalement ne marche pas en France. Pourquoi ça marche pas? Ça marche pas, d'une part parce que c'est cher pour l'État, car au XVIIIe siècle, quand vous êtes apprenti, c'est vous qui payez votre maître. Bien sûr, le maître va vous loger, il va prendre soin, entre guillemets, de vous, mais donc mener un apprentissage de 3 à 4 ans dans la région neuchâteloise, de 5 ans à Genève ou de 7 ans à Paris ou à Londres, c'est cher. Ça coûte de l'argent. C'est pas comme aujourd'hui, vous n'êtes pas payé. Pas du tout. Et donc, quand l'État subventionne, se substitue à ce système, il faut qu'il paye. Et d'autre part, ça marche pas parce que les gens de l'époque révolutionnaire comme Breguet ou Louis Berthoud, etc., ils ont été eux-mêmes formés dans un système d'apprentissage qui est celui géré par la corporation et par le maître d'apprentissage. Et donc, ils sont pas du tout familiers avec cette nouveauté. Et cette liberté extrême qui vient du manque des corporations, qui ont été, en fait, d'un jour à l'autre, on les a fait disparaître. Et donc, ils sont un peu perdus là-dedans.
Voilà, ils essaient de faire au mieux, mais il y aura des tentatives de restaurer ce système de corporation jusqu'en 1815, 1820. Et à ce moment-là, on se rend compte que ça peut plus se faire. Et donc, on choisit un système comme celui de l'école, et d'où la naissance d'écoles d'horlogerie comme celle de Genève, qui va bientôt fêter 200 ans, voilà, d'existence. Est-ce que tu peux donner d'autres exemples dans d'autres pays éventuellement je pense à l'Allemagne en particulier. Alors là, l'Allemagne, je connais mal, mais je peux très... Non, mais je dis... Ah oui. La situation de l'école. Voilà, leur évolution, on va dire. Micro. Micro. Nous avons la fameuse école d'horlogerie de Glashütte qui était qui était créée en 1880 quelque chose, et elle avait une très bonne réputation, et les horlogers, ils avaient l'ambiance, ils étaient très ambitionnés par eux-mêmes, par leur passion, mais aussi par leurs professeurs, de faire des pièces de précision, de haute précision, avec un finissage de très haut niveau. Et ça, les vedettes, c'était par exemple les tourbillons volants de l'époque, qui sont aujourd'hui à la mode dans l'industrie horlogère en Suisse, parce qu'on voit beaucoup, ça, il y a quelque chose qui bouge. Voilà. Non, il y avait cette fameuse école, mais il y avait d'autres écoles en Allemagne, je ne sais pas, qui sont à mon avis tous fondés dans le deuxième moitié du 19e siècle, hein, avec, je crois, l'ambition d'un jeune horloger en Allemagne, c'était surtout d'aller à Glashütte, à l'école d'horlogerie, parce qu'elle avait, avec un certificat de cette école, les portes étaient ouvertes un peu partout. Hein. Et c'est une école qui perdure aujourd'hui? Pardon? C'est une école qui existe aujourd'hui? Oui, ça existe toujours, oui. Mais elle a toujours le même prestige, entre guillemets? Non, je suis un peu dépassé avec pour répondre à ça. Mais j'aimerais bien dire autre chose. Oui. Ici, on parle de la culture horlogère. Ça veut dire, pour moi, on parle d'horlogerie de haut de gamme. Et l'horlogerie de haut de gamme, pour moi, comme collectionneur, c'est art et métier, c'est la décoration et le finissage, handmade. Et je rappelle le livre de Giulio Papi, qui parle très bien les détails et qui dit souvent, c'est prétendu par les marques, je ne veux pas donner le nom d'une marque, qu'ils disent on a une montre de haut de gamme et avec une décoration telle et telle, mais le problème aujourd'hui des marques, pour faire des montres de haut de gamme, ils veulent faire des quantités. Ils veulent faire des quantités. Et c'est un conflit entre quantité et finissage à la main, décoration à la main, art et métier. Il y a un conflit parce que là, on est limité. Maintenant, on peut aussi faire de l'art et métier d'une qualité top ou d'une qualité moins bien. Hein. On peut faire 2 couches de l'émail ou on peut faire 5 couches de l'émail. Oui, on peut faire une gravure à la main très extensive. On peut faire un guillochage avec plusieurs décors, de petites et de grandes tailles, d'une grande différence. Et là, pour moi, il y a un conflit. Mm-hmm. Mais la demande est toujours grandissante. Encore une fois, il y a une compréhension plus importante justement de ce qu'il y a derrière une montre et un garde-temps. Comme tu disais aussi, Philippe, les gens viennent avec leur loupe, ils décortiquent les choses. C'est plus difficile de raconter des bobards entre guillemets, quoi. Voilà. Donc, c'est une pression supplémentaire sur les marques, et ça impliquerait de leur part justement de former encore mieux leurs ressources et de leurs responsabilités quelque part. Qu'est-ce que tu en penses, Philippe? Oui, bien sûr. Ben c'est ce qui se passe. C'est pas forcément les marques qui forment ces gens qui vont donner cette valeur ajoutée, mais c'est des groupes de personnes, des petits ateliers. Ici à la Vallée, j'arrive pas à tous les compter, mais il y en a un peu partout. Les anciennes écoles, ils sont là, voilà. Et ben voilà, ils font des cellules de dizaines de personnes, quinzaines de personnes, et ils croulent sur le travail parce que les grandes entreprises, ils n'ont plus les gens pour faire ce travail. Voilà. Ouais. En tout cas, ici, il y a une initiative de l'EPAJ dans le cadre de justement
problématique de retrouver des ressources. Parmi les exposants, il y a déjà, rien qu'ici, il y a plus de 200 places de travail disponibles. Ils n'arrivent pas à trouver les gens, donc ils essayent de faire une sorte de job matching qui aura lieu demain. C'est quand même c'est un vrai souci. Ça. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à attirer justement les gens vers ces métiers? Frédéric? Un peu ce que je disais avant, ça dépend où est-ce qu'on place la barre, déjà. Où est-ce que les entreprises sont d'accord d'aller pour avoir des jeunes qui sont prêts à venir travailler chez eux. Il y a peut-être ça. Il y a peut-être un gros combat que je mène contre mes étudiants, c'est le téléphone portable et son abus constant pendant les pauses, pendant les soirées jusqu'à 2 heures du matin, enfin, vous m'avez compris, quoi. C'est qu'il y a énormément d'heures de la vie des jeunes qui passent à regarder des séries. Alors c'est bien de regarder des séries, on peut soutenir d'une certaine manière le cinéma, mais faire des jeux vidéo, etc. Et plus trop s'intéresser à leur métier. C'est que voilà, ça c'est peut-être quelque chose qui fait que il va y avoir une certaine partie d'élèves qui seront à fond, comme on dit, et ceux-là, ils vont être reconnus directement dès un entretien d'embauche. Ce sera des noms qui vont circuler dans les écoles. Ah, t'as entendu parler de celui-là, il est incroyable, etc. Et ces personnes-là vont facilement trouver du travail. Et puis, il y a tous les autres qui sont un peu en dilettante, en amateurisme dans ce métier. Et qui démarrent pas à fond, mais qui démarrent un peu tranquille, vivent les vacances, quoi. Il y a un peu de ça chez les étudiants, j'ai l'impression. Est-ce qu'il peut y avoir une sorte de... c'est difficile de dégager une tendance, mais est-ce qu'il y a une sorte de caractéristique commune à travers les élèves? Enfin, qu'est-ce qu'ils recherchent en commençant une formation d'horloger aujourd'hui? C'est très difficile à dire ce qu'on recherche en commençant une formation d'horloger, parce que pour beaucoup de tout jeunes, ils n'ont pas l'idée de ce qu'est une entreprise et de ce qu'est une entreprise d'horlogerie spécialement. Donc ils arrivent, ils commencent à faire des limages, les premiers gestes qu'on apprend en horlogerie, et ils n'ont pas encore cette projection. C'est pour ça que mes élèves de première année, je les amène ici pour qu'ils voient ce que c'est, quels sont les noms des entreprises qui sont ici autour, qu'est-ce que c'est un fournisseur, pour qu'ils rentrent dans le métier de cette manière-là. Très bien. Martine, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je rebondis sur ce que tu dis, Frédéric. Moi, je vais prendre l'angle de la technologie, mais de la technologie digitale. C'est-à-dire que, en effet, il y a des heures passées sur les séries, mais surtout, on est passé de apprendre. C'était difficile à apprendre. Il suffit d'aller sur Internet. L'effort d'apprentissage est quelque chose qui est vraiment à risque aujourd'hui. Notamment, il y a 6 mois est sorti ChatGPT, la version 4, où d'un seul coup, il n'y a même plus besoin d'apprendre sur Internet. Il y a juste besoin de poser une question. Et ça, c'est un enjeu pour nous, pour la plateforme, et pour notre mission, c'est-à-dire que les documents, comme le disait Rossella, les documents sont essentiels. Parce que les documents authentifient le savoir. Alors, il y a des points de vue différents dans les documents et c'est à chacun après, etc. Mais numériser les documents, les partager en ligne, avoir accès aux vrais documents d'origine, c'est aujourd'hui un enjeu clé sur la transmission du savoir pour pas laisser juste ChatGPT et tous ceux qui arrivent vous donner une bonne formulation de ça. Voilà. Même si nous, on va utiliser à terme cette technologie quand vous allez poser une question. Mais vous allez poser une question en ayant les vrais documents. Voilà. Donc je pense qu'en effet, la technologie a rendu l'apprentissage difficile à accepter. Ouais. Frédéric, peut-être que vous voulez rebondir là-dessus, justement. Oui, effectivement. On a parlé de ChatGPT déjà à l'école, parce que même au sein d'une école, c'est compliqué. C'est-à-dire que le gars pose sa question correctement à ChatGPT qui lui donne directement la réponse. Maintenant, il y a quelque chose de super agréable dès le moment où j'ai terminé un apprentissage d'un geste, c'est que j'arrive à le faire et que je suis autonome sur ce geste. Et ça, c'est vraiment du bonheur. Donc en fait, on accède à un certain type de plaisir dès le moment où on arrive à maîtriser quelque chose. Et ça, c'est notre job en tant qu'enseignant de faire se rendre compte de ça aux élèves. Voilà en gros ce que je peux dire.
Même si c'est difficile d'apprendre ces gestes. Alors, c'est pareil, faut vraiment qu'on discute plus sur nous avant enfin, dans le processus du projet, on a interrogé plusieurs personnes qui font des recherches documentaires sur l'horlogerie pour savoir qu'est-ce qui était difficile, qu'est-ce qui l'était pas, en quoi la Watch Library ça peut être une réponse pour eux. Ils ont tous dit c'est extrêmement chronophage, c'est difficile d'avoir accès aux documents, c'est voilà une vraie expertise. Mais il y a quelque chose qu'on adore, c'est la découverte. C'est ce que tu dis, c'est l'effort, mais une fois qu'on y arrive. Et cette découverte-là, serendipity, c'est-à-dire de découvrir comme ça par hasard une réponse qui est plus intéressante que ce qu'on avait imaginé, voilà, ça c'est quelque chose qu'on garde aussi sur la plateforme pour laisser aux gens la possibilité de cette découverte-là. Alors après, moi, je me permets de rebondir là-dessus parce que vous parlez tout le temps d'école et c'est super. Mais dans le monde universitaire, je me permets là de faire peut-être un peu l'avocat du diable. On constate qu'on a un gros problème au sein des études historiques parce que les étudiants sont aujourd'hui convaincus que les sources et les documents dont ils ont besoin ou elles ont besoin se trouvent seulement en ligne. Hein, et que ce qui est sur les plateformes représente l'intégralité des documents disponibles. Alors que les gens qui sont un peu plus âgés que moi savent que ce qu'il y a sur les plateformes aujourd'hui à disposition constitue peut-être 15-20% maximum de ce qu'il y a. Car une plateforme, malgré toute la bonne volonté du monde, ne pourra jamais être encyclopédique au sens plus large de ce terme. Et donc, on se trouve confronté à ce problème, c'est que ces étudiants ne cherchent pas. Ou ils vont juste sur des plateformes, ils cherchent un peu vite et ils oublient qu'en fait, ces plateformes sont des instruments très efficaces et très enrichissants pour commencer quand on est des professionnels, mais que le vrai travail se fait ailleurs. Et ça a aussi une énorme répercussion en termes de politique institutionnelle, si vous voulez, parce que, disons malheureusement, et je le dis pas pour critiquer, mais on constate que le plus de plateformes émergent, le plus ces plateformes donnent de la visibilité à un certain type et à une certaine quantité de documents, le plus il y en a d'autres qui deviennent invisibles aux yeux du grand public et même des spécialistes. Et donc, ces documents ne sont pas consultés, et donc les institutions qui les conservent et les instances qui fournissent de l'argent pour la conservation se désintéressent de ces documents qui sont beaucoup moins catalogués parce qu'ils font pas statistique. Hein. Donc il y a aussi un petit revers de la médaille qui va avec. Non, je sais, mais pour dire que en fait ce problème de la transmission du savoir concerne aussi le monde universitaire de manière plus large et les institutions qui conservent ce savoir sous forme papier. Frédéric, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, il va falloir maintenant qu'on passe pas mal d'énergie à mettre en avant ce genre d'initiatives qui sont une telle plateforme ou Europédia, par exemple. Parce que moi, je pense que déjà au niveau individuel, on a quelque chose à faire. On a un rôle à jouer. Dans ma classe, j'ai une bibliothèque libre pour que les élèves puissent venir prendre un bouquin, le lire quand ils ont envie. S'ils n'ont pas envie de le ramener, ils le gardent chez eux, ça leur fait un livre. Et à la fin de l'année, ils sont chargés de me ramener différents magazines qu'ils ont trouvés. Donc ça les fait bouger aussi en dehors de l'école, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant parce qu'ils ont la source entre les mains. Comme ils sont très jeunes, des fois, ils sont pas super forts pour réussir à trouver les bonnes sources. Ils sont devant un mur gigantesque de milliards de sources, ils sont perdus dedans. Par contre, là, ils ont leurs livres. Se rapprocher des livres. Et puis, une autre chose, et c'est juste pour terminer sur cette idée de transmission, mais plutôt vers le monde universitaire. En 2017, je participais à une conférence qui est le Congrès européen des chercheurs en chirurgie. Et eux, c'est tous des chercheurs et des professionnels de la santé spécialisés qui viennent. Et chaque année, il y a, c'est un truc européen, il y a 300 ou 400 personnes qui viennent et qui proposent aux autres leurs dernières découvertes, les dernières avancées, etc. Et il y a un côté super ouvert. La connaissance au niveau universitaire est très large et ouverte. Et ça, c'est quelque chose que grâce peut-être à des initiatives comme les vôtres, on va réussir à démocratiser. C'est sortir de nos petites, je sais pas qu'on pourrait dire, nos précarés et mettre à disposition des gens notre savoir, en tout cas ce qui est ancien, voire même actuel,
avec des présentations dynamiques, vivantes, des dernières nouveautés qu'on a. Voilà. Très bien. Helmut, je crois que tu voulais rajouter quelque chose. À l'époque, je dirais, deuxième moitié du XXe siècle encore, il y avait des formations de 2 ans, par exemple, pour une poseuse de Spiro. Il y avait une formation de 3 ans. C'était un rabilleur, je crois, horloger rabilleur. Il y avait 4 ans. 4 ans. Et puis, il y avait encore la maîtrise d'horlogerie. Ça veut dire, quand on avait la maîtrise de l'horlogerie, on avait le droit d'engager des apprentis. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a toujours cette diversification dans la formation? Il y a une diversification avec ce qu'on appelle des AFP, donc c'est des formations plutôt courtes de 2 ans. Ensuite, on a une formation de 3 ans qui est un horloger de production, une formation de 4 ans qui est un horloger point, donc dans le domaine du rhabillage, et ensuite une formation de technicien qui va pousser plus loin. Et dans cette formation-là, il y a une classe dans l'école du Locle d'horloger complications et restauration. C'est le terme exact, c'est complications et restauration. Ça, c'est 2 ans d'études supplémentaires. À partir de là, on s'oriente vers l'université, comme les HES et des études supérieures comme ça. Mais comme Roussel a dit, c'est une question d'argent aussi. Et beaucoup des horlogers de l'époque, ils faisaient les cours du soir. Ils faisaient ça dans les cours du soir. C'était leur propre engagement. Et alors, ils gagnaient leur vie où ils travaillaient la journée et le soir, ils faisaient les cours. Je ne sais pas si aujourd'hui, cette mentalité ou cet esprit est toujours là. Ou, J'ai pas les chiffres pour vous répondre à combien de personnes en emploi vont aller faire des cours du soir pour accéder à un CFC, peut-être, par exemple. Non, actuellement, je pourrais pas vous dire. Très bien. Avant d'accepter vos questions, Philippe, si tu avais une baguette magique qui permettait de justement trouver des solutions qui freineraient cette perte de savoir-faire, qu'est-ce que tu aimerais faire? Alors c'est un projet que j'y pense souvent, mais je n'aurai pas le temps de le réaliser. C'est d'ouvrir à la Vallée du Joux, berceau d'horlogerie compliquée, une école internationale. Et les jeunes horlogers, qui sont des horlogers, qui viennent de n'importe où de la planète, passent un examen et s'inscrivent. Et là, pendant 2 ans, ils vont réaliser une montre compliquée. Comme ça se faisait à l'école de la Vallée dans les années 20, 30, jusqu'aux années 50 à peu près. Voilà, ça c'est un de mes rêves. Mais je ne sais pas si je le verrai. C'est un joli rêve, c'est clair. Est-ce que vous avez des questions? Micro? Non, tout va bien? Bon, c'est parfait ainsi. Merci beaucoup pour votre présence. Et Monsieur Maillard. J'ai récemment visité l'école de Morteau et j'ai été assez frappé, j'avoue, par l'enthousiasme des jeunes que j'ai rencontrés. Il y avait quelque chose qui était, il me semblait, fondamental dans cette école, c'est qu'il y avait les horlogers avec des parcours de 2 ans, 3 ans, voire 5 ans où il fallait terminer avec une montre compliquée. Mais tout à côté, il y avait des camarades qui apprenaient le décolletage. Il y avait une classe de bijouterie. Il y avait une classe de micromécanique. Et dans le sens que il y avait en fait, l'école de Morteau était quasiment une petite manufacture. Et j'ai trouvé, comment dire, un véritable enthousiasme, un véritable partage. Tout à coup, l'horloger allait voir une bijoutière dont il était peut-être un peu amoureux aussi, pour lui demander, ah tiens, comment je pourrais sertir cette pièce, ou aller voir un copain qui faisait du décolletage et j'ai trouvé que là il y avait un modèle qui était très intéressant. Et à la suite de ça, la deuxième chose qui m'a frappé, j'ai fait un reportage sur les nouveaux jeunes horlogers indépendants que tu connais très bien parce que tu as fait un repas filmé fameux à ce sujet. Donc il y avait nombre d'entre eux.
Et ce qui m'a frappé là, c'est la qualité ou l'envie, en tout cas, d'intertransmission, je dirais. Parce qu'il y a de partage de connaissances entre eux. Tiens, il y en a un qui a appris ça, on va discuter avec. C'est une grande ouverture entre les jeunes, comme ça. Donc moi, ça m'a rempli d'espoir. Voilà. Effectivement, mais pour aller dans ton sens, effectivement, je suis assez épaté de toute cette nouvelle génération, mais quand je dis nouvelle génération, des gamins de 25, 30 ans, tout comme ça, qui sont justement pas du tout dans la culture du secret. Il y a effectivement une volonté de se trouver des solutions entre eux, mais même d'un point de vue clientèle, ils se partagent leurs clients. Je veux dire, c'est pas simplement et si quelqu'un a un petit peu de temps disponible, tiens, donne-moi tes pièces, je vais les usiner pour toi, ou ce genre de choses. C'est franchement, c'est assez réjouissant, effectivement, quoi. Et j'espère que ça peut donner des idées pour d'autres. Mais pour venir à l'école, je trouve aussi ce qui est intéressant à l'école d'horlogerie de Genève, c'est que je veux dire, les élèves, disons que une fois que la cloche a sonné, c'est pas pour autant que la journée était nécessairement terminée pour ces gens-là. Je veux dire, l'école reste ouverte, vous mettez à disposition vos machines, votre savoir-faire pour qu'ils puissent rester jusqu'à 20 heures ou plus. Et ça, c'est quand même, c'est fantastique. Oui, alors c'est 19 heures, hein, et c'est en accord expressément avec la direction, l'enseignant et tout le monde. Parce que on a des machines qui peuvent être potentiellement dangereuses. Les élèves qui sont là, ils n'ont pas encore le CFC, donc ils sont en train d'essayer de l'avoir, donc on peut pas laisser tout seul. Mais oui, effectivement, on a beaucoup d'élèves qui sont super intéressés par rester. Et puis alors, cette histoire de l'école de Morteau, c'est génial. Nous, on a beaucoup d'élèves. On est organisé dans une super structure qui s'appelle le CFP. Et dans le CFP, on a une partie technique, on a une partie aussi sur la nature, environnement. Enfin, on a beaucoup de choses. Et au sein du CFP technique, on va se retrouver avec plusieurs métiers aussi. Donc nous, on est très liés à la micromécanique, par exemple. Et on aura bientôt des échanges entre les élèves de l'horlogerie et la micromécanique pour aller voir ce métier, pour vraiment qu'on parle ensemble. Ah, c'est bien, ça se réveille. Une seconde. Aujourd'hui, les gens restent plus courtes dans les entreprises, les mains, ou les graveurs, les émailleurs. Et qu'est-ce que votre point de vue aujourd'hui, un artisan, il reste jamais toute la vie dans la même marque. Oui, cette compétition entre les entreprises, les maisons et le transmet de savoir. Voilà. Quelque chose comme ça. Effectivement, que ce soit dans l'horlogerie ou dans d'autres industries, dans la horlogerie ou partout, les gens restent souvent. Enfin, on va chercher d'autres expériences. 2 ans. Après, ils partent. Voilà, pour agrandir leur savoir aussi. Mais voilà. Et pour ceux qui choisissent le chemin de l'indépendance, il faut justement que les entreprises jouent le jeu et aussi leur donnent du travail. Pas simplement parce que ces derniers temps, on a voulu toujours internaliser, intégrer le plus possible dans les entreprises, mais que les entreprises puissent redonner. Encore une fois, l'horlogerie, ça généralement, enfin historiquement, quand même, un espèce de tissu, un réseau de compétences. Donc, pour ces personnes qui cherchent à être peut-être un peu plus indépendantes, il faut quand même avoir des clients à la fin, quoi. Voilà. Donc, il faut quand même que les entreprises et les marques jouent le jeu de ce point de vue-là. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Bon, ok, très bien. De derrière, le micro. Bonjour, c'était par rapport à la Watch Library. L'accès, comment on y accède? Faut-il passer par un abonnement? Alors, pas du tout. Dans le sens où on est une fondation reconnue d'utilité publique. On a des mécènes, hein, des maisons horlogères qui nous soutiennent dans notre démarche, mais la mission, c'est vraiment de mettre cette connaissance au service du plus grand nombre. Donc, tout ce qu'on intègre sur la plateforme est en open source, puisque c'est des archives numérisées de musées, d'institutions, etc. Par contre, ce que l'on sait, c'est que certaines archives sont payantes.
Je ne sais pas si Dr. Crott, par exemple, veut un jour partager son magnifique livre sur les cadrans sur la plateforme. Voilà, il y a des archives qui seront payantes, donc ça, on verra dans le futur, justement pour que on puisse quand même avoir accès aux archives en payant quelque chose, mais le fait de payer sera restitué à l'émetteur de l'archive. Parce que Vraiment, c'est l'objectif. c'est vrai qu'aujourd'hui, si on veut accéder à l'horlogerie ou voir de plus près, sans passer par une loupe, typiquement, si on veut aller à la foire Watch and Wonders et qu'on fait pas partie d'une marque, c'est très onéreux pour quelqu'un qui est peut-être passionné ou pour un jeune étudiant qui a envie de voir, mais l'entrée est très très chère aujourd'hui. Ouais, nous, enfin, je pense qu'on tous ici, on prône pour l'ouverture maximale. C'est ça. Donc, voilà. C'est ça. Et pour les collaborations, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment de pouvoir collaborer entre nous, aussi bien au Europédia de Watch Library, mais au sein de Watch Library, on a des marques qui sont concurrentes dans la vie, mais qui se mettent tout autour de la table pour travailler ensemble. On a un comité contenu avec des experts, voilà, qui contribuent. C'est vraiment ce modèle de collaboration, d'intelligence collective. Merci à l'EPAJ avec son entrée libre. Une question derrière. Ah, voilà, ici. J'avais une question. C'est est-ce que vous pensez qu'un jour, on aura atteint un point où on pourra plus avoir d'innovation dans l'horlogerie? Est-ce qu'il y aura ce point où ce sera vraiment dur de se démarquer d'un point de vue de chronométrie, où on pourra plus aller plus loin, ou même en termes de complications, où on sera vraiment à un point tellement haut qu'elle est encore au-dessus serait presque impossible? Je pense que des gens se posaient cette même question il y a peut-être 50 ans en arrière. Et c'est infini. Moi, j'ai l'impression que c'est infini. Philippe? Je pense qu'on peut toujours faire des progrès, mais il y aura des limites. Hein? Et puis, ça peut être un éternel recommencement, parce que si on prend l'histoire horlogère, les complications horlogères, on peut recommencer à la base. J'entends, on peut les réinventer. Voilà, je crois qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de fin, à mon avis. Effectivement, on se regarde sur certaines des complications qui existent depuis, voilà, quelle grosse partie de l'horlogerie a été écrite il y a 200 ans en arrière. Mais malgré tout, aujourd'hui, on a quand même cette sensation qu'on innove, qu'on trouve des nouveaux matériaux, des nouvelles manières d'exprimer le temps. Et moi, j'ai quand même l'impression que il y a encore, on va être surpris. Enfin, moi, je suis surpris constamment. Je dis donc, ça, on l'avait pas vu venir, quoi. Ouais. D'accord, merci beaucoup. On parle des enjeux de la transmission du savoir-faire horloger et on a beaucoup parlé des écoles, mais en fin de compte l'école c'est 4 ans sur peut-être 40 ans de métier, voire plus pour certains autres horlogers. Et finalement, est-ce que cet enjeu de la transmission elle n'est pas plus sur les épaules des peut-être petites marques horlogères plus que sur les écoles à l'heure qu'il est, sachant qu'on sait aussi les problématiques qu'une école peut avoir, les pressions des grosses entreprises, etc. Moi, je pense que l'école, c'est le point de départ, mais pour tout horloger, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont en formation continue toute leur vie, finalement, quoi. Comment ceci peut être encadré, quelque part, à travers toute la carrière d'un horloger, ça peut être intéressant, effectivement. Je pense que tu penses, Philippe, imagine que pour un horloger qui a peut-être 20 ans d'expérience, qui est une sorte d'institution, je sais pas quoi, qui lui permette de se remettre au goût du jour, enfin pas remettre au goût du jour, mais de pouvoir peut-être challenger son savoir auprès d'autres horlogers. Alors ça se fait indirectement, peut-être justement ici dans le cadre de l'EPAJ ou dans d'autres rencontres, mais d'avoir quelque chose qui formaliserait un peu ceci. Si ça existe, ça m'intéresse. Faut réfléchir. Ouais. Faut le faire, mais oui. Ouais. Mais voilà, à réfléchir. Mais effectivement, enfin, l'école, encore une fois, point de départ. Je veux dire que les écoles doivent donner envie aussi pour
qu'il y ait de plus en plus d'étudiants qui s'intéressent à ces métiers et pas simplement uniquement effectivement le métier de l'horloger. Je pense qu'il y a plein de choses à côté qui sont tout aussi intéressantes et valorisantes, et on voit le problème aujourd'hui avec effectivement ce manque de main d'œuvre que peut subir un certain nombre même d'exposants ici. Voilà, les écoles ont quand même, elles ont un rôle essentiel de donner cette flamme de départ, à mon avis. Et bien sûr, parce que en fait, l'apprentissage démarre de l'école. Si l'école dit je suis le garant de l'apprentissage, en tout cas jusque-là, d'une personne sur ce métier-là, elle peut dire aussi mais je vais suivre et je vais toujours être garante même plus tard. Alors ce sera pas la même structure scolaire une autre, mais quand on parle d'université, dans un certain sens, on est aussi rattaché à une école. Ok, c'est aussi une école dans un certain sens, une université. Et ben là, on pourrait aussi dire, nous, on est des jeunes horlogers qui se lançons, qui avons une entreprise, des trucs super intéressants qu'on peut présenter au public et vendre. Est-ce qu'on est suffisamment d'accord pour être ouvert entre nous et puis faire de l'échange de pratiques? Et ça irait dans l'idée de Philippe Dufour d'avoir une structure où on va pouvoir aller réaliser une montre super compliquée ou je ne sais quoi plus tard dans notre vie d'horlogère et d'horloger. Et juste pour contrebalancer, peut-être, il y a aussi certains horlogers qui sont brillantissimes, qui sont totalement autodidactes et qui viennent avec une créativité, justement parce qu'ils n'ont pas été quelque part mis dans un moule formateur avec une ligne de conduite qui était prédéfinie et on n'ose pas en sortir. Et on connaît tous 2-3 exemples comme ça autour de nous de gens qui ont fait des choses vraiment intéressantes et admirables. Et pour revenir à l'histoire d'un certain charpentier anglais qui a fait des choses très très intéressantes dans le domaine de l'horlogerie. Voilà. Je sais pas, oui, c'est John Harrison, à qui on doit l'émergence de la chronométrie marine avec la fameuse H4. Mais peut-être pour donner suite à toutes ces magnifiques informations dont vous venez de parler, n'oubliez pas que l'idée de formation continue n'est absolument pas une invention de notre époque. Elle est même au cœur du fonctionnement de la culture horlogère du XVIIIe siècle, qui fait qu'il y a énormément de mobilité entre la Suisse, ce que nous appelons la Suisse aujourd'hui, l'Angleterre, la France et l'Allemagne, parce que une fois qu'on a terminé un apprentissage, dans beaucoup de cas, on souhaite poursuivre son éducation. Donc, on se rend dans des grands centres horlogers, justement, comme Londres et Paris. Voilà, une fois qu'on est là, on va revenir et puis peut-être on va, à travers le territoire helvétique, bouger de manière constante, de manière à enrichir le bagage technique. Donc, c'est pas du tout quelque chose de nouveau que de continuer à se former pendant toute une vie. Et bien, sur ces paroles, je pense qu'on va clore ce débat. Merci beaucoup pour votre présence et à bientôt.